De retour en direct sur les chaînes parlementaires, nous prenons tout de suite la direction du siège du parti de gauche où Jean-Luc Mélenchon présente ses vœux. On l'écoute en direct. Là, les autres organisations qui ne sont pas membres du Front de gauche, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un d'Europe Écologie Les Verts, excuse-moi, oui, merci d'être là, quelqu'un du NPA aussi, alors tout ça fait très plaisir. On a besoin de cette mobilité entre nous. Alors bon, mes vœux, j'avais prévu de parler de la presse, j'en dis un mot, elle va très mal, comme vous le savez, mais pour beaucoup d'entre elles, c'est bien fait, quoi. À force de vanter d'une page, la première à la dernière, les vertus du marché, du libéralisme, de la compétitivité, la flexibilité, blablabla, et ben maintenant c'est leur tour. Et ils sont en train de découvrir que c'est bien nous qui avions raison. La liberté de la presse est un des fondamentaux de l'idéal républicain. Il y a deux colonnes à la République. Il y a l'école qui permet la formation et l'éducation à l'esprit critique, qui est le premier réservoir de futur pour la patrie. Et le deuxième, c'est la formation qui nous permet chaque jour d'être des citoyens, parce que sinon, si on ne savait pas ce qui se passait, si on ne nous aidait pas à comprendre, car nous avons beaucoup besoin d'être aidés à comprendre, pas qu'on nous jette à la figure des informations, eh bien nous ne pouvons pas être des citoyens, donc nous ne sommes pas un peuple libre. Voilà, tout ça se tient. Et la racine des problèmes de la presse est sociale, évidemment, comme tout le reste. Et aussi longtemps qu'on n'admettra pas que pour avoir une presse de qualité, il faut avoir des statuts sociaux de qualité, stables, permettant aux hommes et aux femmes qui font vivre les moyens de communication de pouvoir avoir le temps de préparer, de travailler, de nous aider à penser, eh bien on ne comprendra rien et on ira de plus en plus vers un système médiatique pulsionnel, attaché au sensationnel et à tout ce qui permet l'économie de pensée qui, comme vous avez remarqué, est très répandue en ce moment. Par conséquent, voilà quels sont mes vœux. Que la presse soit débarrassée du capital financier, qu'elle puisse vivre à travers les femmes et les hommes qui la font vivre. Et je suis persuadé que c'est là la clé des perfections du futur, parce que plus les gargarismes se font entendre sur le monde qui est complexe, qui change, blablabla, on raconte ça à toutes les générations, mais en ce moment, ça nous paraît plus vrai qu'à d'autres, parce que le savoir requis pour comprendre les événements est de plus en plus étendu. Et donc, nous avons besoin de cette presse, comme peut-être jamais. Alors, bon, je ne vais pas en rester à ça, je sais que ça ne fera qu'effleurer la surface des cerveaux, puisque les promotions dans les journaux continuent à se faire à la docilité et à la servilité au système. Mais ce n'est pas vrai dans tous les journaux. Hein. Bon. Je parle de la presse écrite, vous reconnaissez ma vieille passion pour cet instrument de communication, puisque moi-même j'y ai participé dans mon jeune temps. Mais évidemment, la situation de l'information audiovisuelle et par Internet représente aujourd'hui une surface d'expansion de l'information considérable, utile, mais où nous avons là d'autres problèmes à gérer, qui est le contrôle de la qualité de ce qui se dit, le contrôle de l'intérêt, la hiérarchie des centres d'intérêt qui nous permettent d'être de bons citoyens. Je n'aurais pas fini avec ce premier petit couplet si je n'adressais pas les vœux les plus inamicaux qui soient au CSA, où je vois une importante source d'économie à réaliser pour l'État, parce qu'on pourrait le supprimer vu qu'il ne sert à rien. Et chaque fois que nous l'interpellons, ou il ne nous répond pas, ou il nous envoie des documents qui nécessitent la mobilisation d'une batterie d'experts pour être interprétés, mais nous en comprenons l'essentiel, le Front de gauche est relégué à la part, la congrue du droit à l'information dans ce pays. Et j'ai été très choqué, et je veux le redire ici pour essayer de pourrir la soirée de son président, par l'attitude aux ordres dont il a fait preuve le soir de la grande manifestation du 1er décembre, sur la base de la dénonciation d'un provocateur qui prenait des photos depuis sa fenêtre sur les passants dans la rue. Le CSA a immédiatement décidé d'engager une enquête, ce qui était absurde, totalement incohérent, mais permettait de donner une couleur à l'événement et de lui donner presque une apparence de réalité, puisque même le CSA avait réussi à se réveiller pour faire quelque chose et pour contrôler s'il n'y avait pas eu une manifestation, si en réalité nous n'avions pas promené des photos, des mannequins, des pantins dans la rue au lieu des 100 000 personnes qui s'y trouvaient.
Naturellement, cette enquête a été immédiatement abandonnée, elle n'a pas eu de suite, mais tout le mal qui en était attendu pour nous a été obtenu. Et en effet, nous avons été en partie accablés de suspicions. Donc je propose à François Hollande, qui doit réduire le budget de l'État d'encore 4%, de supprimer le CSA, qui ne sert à rien, et de mettre à la place le seul homme qui compte dans ce pays, Manuel Valls, et à qui doit bien rester encore quelques instants, ceux qui n'occupent pas la protection du chef de l'État, pour s'occuper de la presse. Bon, je crois que j'ai dit toutes les méchancetés prévues. Non, j'en ai oublié une. Je voudrais inviter tous ceux qui m'écoutent à participer en consultant mon blog à un concours que nous avons lancé où j'essaye de défendre mon droit à la dignité dans les médias écrits, évidemment, puisque j'ai observé que pendant cette année 2013, un portrait de moi absolument défiguré, le cheveu au vent et la face grimaçante, a été publié 19 fois dans 6 journaux différents. La dernière en date, c'était une nouvelle trouvaille. J'étais encore plus hideux que d'habitude dans ce journal. J'ai même réussi à me faire peur à moi. Alors c'est dire, hein, c'est dire ce que c'était. C'est le Télégramme qui a utilisé pour illustrer un de mes avis, qui ne lui convient pas, ce que je comprends parfaitement, mais étant obligé de dégrader l'apparence et la présentation des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Non, dans une société démocratique, on peut s'empoigner vigoureusement, on peut parler cru et dru, et pour autant, bon, savoir aussi ne pas franchir certaines limites qui sont celles du respect qu'on peut avoir pour la dignité des autres. Alors je félicite le Télégramme parce que sa magnifique photo a été également publiée dans 2 journaux allemands, ce qui n'est pas toujours une recommandation suivant les sujets. Mais je forme le vœu que ma relation aux médias écrits soit débarrassée de la vindicte personnelle et des règlements de compte que certains y mettent avec moi. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas juste. Je viens maintenant aux compliments pour la presse, parce qu'il y en a à faire. Et en particulier celui d'avoir mené de main de maître la conférence de presse du chef de l'État, puisque ce sont les médias et personne d'autre qui a obtenu de François Hollande son coming out libéral de cette semaine. Nous avions beau nous dire que depuis la conférence de presse du mois de novembre, l'affaire était entendue, nous avions bien compris quelle était la cohérence, car François Hollande n'a jamais manqué de cohérence, contrairement à ce qui est dit à son sujet. Il a toujours été très cohérent politiquement, et c'est bien pourquoi, le moment venu, j'avais fait avec d'autres le choix de ne plus être dans le même parti que lui, dans la mesure où on voyait bien comment tout ça allait finir, et bien vous l'avez sous les yeux. La cohérence de François Hollande, il l'a avoué. Je suis persuadé, personnellement, qu'il aurait préféré que l'ambiguïté dure encore un moment. Mais la semaine tombait mal. Il ne pouvait pas donner continuellement le sentiment de tromper tout le monde à la fois et d'être sur tous les sujets dans la grisaille. Et donc, les journalistes l'ont cueilli cul à point. Donc, il s'est donné la posture de scrogneux, j'assume, et il a assumé. Alors, on lui a fait, je ne sais pour quelle raison, le compliment de qualifier ça de social-démocrate. Bon, ça, on va mettre ça sur le compte des mauvaises formations en Sciences Po, des journalistes, parce que non, la social-démocratie, ce n'est pas ça. La social-démocratie, c'est un produit de l'histoire, où le syndicat crée le parti, où le parti crée le syndicat. Et on fait des rapports de force, et après les rapports de force, il y a une négociation, et après la négociation, il y a un compromis. C'est le contraire de l'orientation révolutionnaire qui, elle, veut fracasser le système lui-même. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Je suis content de pouvoir vous l'apprendre et de vous aider à vous repérer. Non, là, il n'y a pas de négociation. Le cadeau est fait sec. Il leur a donné 20 milliards la dernière fois, 10 milliards que tout le monde paye avec joie et allégresse en dansant dans la rue. C'est la TVA que nous avons maintenant augmentée, celle qui est passée de 5 à 10, merci M. Hollande. Toutes les cartes Navigo ont augmenté, merci M. Hollande, etc., etc. Et il y a eu 10 milliards de coupes dans les dépenses publiques. Alors, vous avez toujours les économistes de bazar pour dire « Ah, mais c'est bien, on fait des économies. » Bon. Mais enfin, tout ce qui n'est plus acquitté par la dépense publique est acquitté par la dépense privée. Tout le monde comprend ça. Ou bien alors, vous vous privez d'un certain nombre de services. Donc, ce sont vos conditions de vie qui reculent. Donc, les premiers 20 milliards se traduisent par 2 reculs des conditions de vie. La première, les prestations de services publics en moins. Et la deuxième, la TVA en plus. Voilà qu'il a annoncé 50 milliards. Vous avez tous remarqué, j'espère que toutes les équipes de fast-tracker des journaux se sont jetées sur lui, comme ils se jettent d'habitude sur moi, chaque fois que je dis un chiffre. Alors il a dit 50 milliards, il s'est pris les pieds dans le tapis comme d'habitude. La dernière fois, c'était pour l'impôt à 1 million d'euros. Il ne se rappelait plus si c'était par mois ou par année. Et là, on a essayé de lui faire dire en quoi consistaient les 50 milliards. Deuxième vague de compliments pour la presse. C'est que le lendemain, les journalistes ont bien découpé et compris de quoi il s'agissait. Je vous explique pour ceux qui n'ont pas tout très bien compris.
M. Hollande a promis 35 milliards à la Commission européenne pour avoir le droit de reculer de 2 ans le moment où le déficit de la France serait à 3%. D'accord? Comme il n'y arrivait pas, il a obtenu ça. Que Sa Majesté la Commission a bien voulu accorder aux Français le droit de bénéficier encore de quelques-uns de leurs acquis sociaux pendant 2 ans. Merci notre bon maître. Donc là, il leur doit 35 milliards à cela. Et puis ensuite, il a annoncé qu'il annulerait les cotisations familiales d'ici la fin de son quinquennat. C'est encore 35 milliards, dans lesquels il y a 5 milliards qui sont celles des collectivités publiques, qui, elles, vont continuer à les payer. Donc, ça vous fait 30. Voilà. Alors, ça fait quand même, au total, si vous faites les comptes, 65 milliards. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Alors, il décide que ces 65 seront composés d'une part des 20 qu'il a déjà donnés et des 40 qui restent à trouver. Donc, il va leur donner 15 milliards. Voilà, il leur donne 15 milliards. Il n'y a pas de négociation. Où est la social-démocratie là-dedans? Il n'y a pas, on vous donne 15 milliards et en échange, vous donnez quoi? Et qu'est-ce que je vois? Cette armée de laquais qui écrit, en échange, on vous promettra des emplois. On ne dit pas ni combien ni quoi. D'ailleurs, Gattaz, qui a commencé à parler d'1 million, il a dit de toute façon, moi je vous dis 1 million, je peux vous dire 2, je peux vous dire 3, je peux vous dire n'importe quoi, c'est pas moi qui dirige toutes les usines. Naturellement que ce n'est pas lui qui va faire les embauches. Naturellement que le patronat ne va pas prendre un engagement d'embauche. Mes amis, réveillez-vous. Est-ce que ça voudrait dire que le patronat est devenu planificateur? Ah non, la planification, c'est nous. Non, c'est le marché libre, non faussé, et tralala. Bon. Donc, en échange, il y aura quoi? On nous dit de l'emploi. Ah bon? C'est ça la contrepartie. 15 milliards de cadeaux en échange du fait d'avoir le droit d'aller travailler pour produire de nouvelles richesses qui seront réparties aussi inégalement. C'est une mauvaise plaisanterie, c'est pas une contrepartie, ça. Une contrepartie, ça serait on vous donne 15 milliards et vous augmentez les salaires, par exemple. Ou bien on vous donne 15 milliards et vous, en échange, vous augmentez l'investissement. Parce que quand même, nous, on n'a pas été à Sciences Po ni les grandes écoles, mais on a quand même compris ça, que c'est l'investissement la clé du futur. Eh bien, comment ça se fait alors que plus on leur en donne, moins il y a d'investissement? Les derniers chiffres qu'on a, il y a plus d'argent distribué en dividendes, c'est-à-dire en récompense des actions, qu'il y en a en investissement. Donc il n'y a pas une panne, mes amis, il n'y a pas de panne. Il y a de la marge, on peut très bien investir, il y a des sous pour ça. Et puis s'il en manque, il faut demander aux banques de les prêter. Mais en ce moment, l'argent n'est pas cher en Europe. Il est très peu cher. Et c'est pour un moment que ça sera comme ça. Hein, parce que quand vous échangez un euro à contre $1,40, ça va, quoi. Il n'y a pas péril en la demeure. Hein. C'est même trop. Il faudrait que cet argent soit dévalué. Nous avons besoin en Europe d'une bonne petite inflation à 3, 4, peut-être 5%, qui permettrait de vider la valeur de la dette. Et comme on viderait la valeur de la dette, on n'étranglerait pas tout le monde. Voilà, il vaut mieux être un peu malade que mourir guéri, à supposer qu'on ne soit jamais guéri, comme diraient aujourd'hui les Grecs, qui eux subissent la médecine, que vous savez, et qui sont à leur 6e année de récession. Bon, je ne veux pas m'égarer. Donc le président de la République a annoncé, avec un vocabulaire de droite, une nouvelle politique. Par exemple, je dis de droite parce que lui, il parle de charges, là où nous, on parlait de cotisation. Au passage, personne ne lui fait reproche, hein. J'ai regardé pourtant attentivement, il y a 2-3 incohérences, il y a un peu de vocabulaire réactionnaire. Hein. Bon, par exemple, il a mis sur le même plan les Femen et Dieudonné. Alors, qu'est-ce que vous faites, là, les observateurs vigilants? Personne n'a relevé ça? Pourtant, il me semble que c'est deux activités d'une nature complètement différente, non? Et alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'antisémitisme de M. Dieudonné et le fait que des femmes prennent tous les risques du monde pour aller défendre des droits? Alors, elles passent par des établissements catholiques ou orthodoxes, mais enfin, bon, on ne peut pas mettre ça sur le même plan. Et puis, au passage, il y a des incohérences, personne ne les note. Alors, on voulait aller faire la guerre en Syrie. Il fallait aller faire la guerre pour défendre la démocratie et tout. Alors nous, on avait beau dire, écoutez, quand c'est une guerre civile, laissez tomber, la démocratie, ça devient une affaire beaucoup plus relative. La question est plus embrouillée, plus compliquée en Syrie. On leur disait, attention, à qui vous êtes en train d'aider, là? On sait bien qui on condamne. On sait bien pourquoi on est en désaccord avec M. Assad. Mais évitez de nous raconter que les autres sont des petits saints qui défendent la démocratie. C'est pas vrai. Et quand on est une guerre civile, se vérifie ce que nous avons toujours dit, nous, au parti de gauche, qui sommes fondamentalement hostiles à la guerre civile, hostiles à tout ce qui n'est pas la loi de la démocratie, la liberté de discussion et du vote. C'est que la guerre se finit toujours de la même manière. Celui qui a raison, c'est celui qui est le mieux armé. Et celui qui est le mieux armé, c'est pas forcément celui qui a les meilleurs arguments.
Et celui qui est le mieux armé, en général, c'est celui qui a les parrains les plus riches. C'est ce qui se passe en Syrie. Alors, que dit le chef de l'État? Il dit qu'il regrette qu'il y ait 700 jeunes Français qui sont partis faire la guerre à M. Assad. Là-bas, il faut le savoir. C'est lui qui voulait qu'il y ait la guerre. C'est donc lui qui les a appelés à y aller. Lui et M. Fabius. Donc, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Qu'il regrette? Alors, je ne comprends pas pourquoi on n'interpelle pas sur ces contradictions. Donc, je m'en charge en vous présentant les vœux qu'à l'avenir, le président de la République veuille bien faire un effort pour au moins rendre cohérent d'un discours à l'autre ce qu'il dit, pour que, comme citoyens, nous puissions apprécier cette cohérence et ses résultats. Mais je viens au fond. Nous avons entendu une phrase qui, normalement, provoque, pour ceux qui connaissent un peu les questions de doctrine politique, mais les autres le sentent qu'il y a un loup dans l'affaire. Oser dire c'est l'offre qui crée la demande. Bon, d'abord, je pense qu'il n'y a pas un écologiste qui peut accepter une phrase pareille. C'est vraiment le vieux logiciel du 19e siècle, ça. Ça, c'est produisons n'importe quoi, n'importe comment, du moment que c'est pas cher, et qu'on arrive à en vendre pas aux nôtres, puisqu'on leur sert le kiki aux autres. Et donc, il faut faire de l'export, tout pour l'export. Voilà. Et on produit n'importe quoi, n'importe comment. C'est un manifeste productiviste qu'il a prononcé. Et puis après, c'est un manifeste absurde. Ça ne marche pas, il y en a d'autres qui ont essayé. Ça ne marche pas, ce truc. Regardez en France. Est-ce que c'est l'offre qui crée la demande? Posons-nous la question. Regardons qui a été en faillite pendant l'année 2012. Majoritairement des très petites entreprises, c'est-à-dire des petits commerçants, des gens du bâtiment, des coiffeurs. Alors ceux-là, ils ne peuvent pas exporter, hein. Ils vont pas aller, on ne va pas aller se faire couper les cheveux à Shanghai. Il suffit de couper les cheveux ici, quand on a de l'argent. Sinon, on n'y va pas, parce que la consommation populaire a baissé, donc on ne fait pas de travaux, et ça ruine les petites entreprises. Donc on ne va pas chez le coiffeur, et ça ruine le coiffeur. Donc on ne va pas chez le petit commerçant du coin, parce qu'on n'a pas d'argent. Donc la politique de l'offre qui soi-disant crée de la demande, c'est un bobard. C'est une invention qui existe chez les têtes d'œufs. Il y a une génération, ils devaient apprendre ça à l'ENA. Mais maintenant, ils sont en train d'en revenir partout. Regardez cette année leur modèle allemand. Parce qu'ils sont tous les jours à les béer d'admiration devant le fait que les Allemands ont réussi à appauvrir une part considérable de leur population et de maltraiter tous les autres. Et bien cette année, s'il y a un petit chouïa de croissance en Allemagne, vous savez que toute l'Europe est en récession avec les médecines de ces braves gens. Hein? Eh bien, s'il y a un peu de croissance, pourquoi? C'est parce qu'il y a un progrès de la consommation populaire. Voilà. Est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est de l'anticapitalisme de base? Non, pour l'instant, c'est encore que du bon sens. Je viens à l'anticapitalisme maintenant. Dans un instant, pas encore tout de suite. Donc, pour nous, la base reste la politique de la demande. Et c'est la politique de la demande qui permet de piloter le progrès. Parce que ce n'est pas n'importe quelle demande. Quand vous dites « nous faisons la politique de l'offre », eh ben, ça veut dire que vous créez la frustration. Écoutez, voilà, j'ai inventé le peigne mou. Ah, je veux un peigne mou. Ah, ça vous vient pas à l'esprit. Qu'est-ce que je ferais avec un peigne mou? Alors, on fait de la publicité. Ça coûte pour vous convaincre d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin ou dont vous avez un peu besoin. C'est ça la politique de l'offre. La politique de la demande, on dit quelle est la demande utile à la société, écologiquement responsable, et on favorise l'investissement. Voilà ce que devrait faire le chef de l'État. Favoriser l'investissement. Vous remarquez qu'il n'y met aucune condition au cadeau qu'il fait. C'est n'importe quelle entreprise. Donc c'est clair. C'est une politique anti-écologique fondamentalement, parce qu'elle repose entièrement sur la circulation des marchandises dans le monde entier. Ça, c'est le contraire de la relocalisation, puisque le moteur, ça doit être l'export. Et c'est anti-social écologique, puisque ça s'oppose à la consommation populaire, qui, elle, est toujours locale et localisée. Voilà le fond du débat doctrinal qu'il faut avoir avec lui. Et après, ça sera un débat social, parce que la conséquence, vous la connaissez tous. Faites le total. François Hollande aura retiré, s'il tient son programme, 90 milliards de dépenses publiques à la fin de son septennat. C'est-à-dire ce qu'il a déjà enlevé et ce qu'il va encore enlever, qu'il annonce qu'il va enlever. C'est une somme immense. Ça représente 5% du total de la richesse du pays, 8% du total de la consommation populaire. Alors je voudrais qu'on m'explique comment une politique pareille peut produire autre chose que du chômage. Mais qu'une personne se présente, c'est de la magie ce qu'on nous dit. On nous dit comme il y aura moins de coût du travail, alors ça va s'envoler, la production va s'envoler toute seule, les acquéreurs vont se présenter, se bousculer au portillon de la France. Mais ça, c'est de la magie, c'est pas de l'économie. L'économie, ça consiste à identifier des besoins, à y répondre, à le fabriquer, à mettre de la main-d'œuvre, à mettre des entreprises, alors j'y viens,
Nous avons encore eu droit au tour de passe-passe habituel auquel se prêtent avec une grande prédilection ceux qui nous combattent. On dit François Hollande fait le choix des entreprises, mais pas du tout. Il fait le choix du capital, c'est pas pareil. Une entreprise, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est un collectif humain, c'est des qualifications mises en mouvement. Quelle est la qualité d'une entreprise? Premièrement, c'est la qualité des équipes qui sont au travail, donc leur cohésion, donc la qualité de la vie au travail. Deuxième élément, c'est la performance technique, c'est-à-dire la capacité à produire utilement. Et enfin, c'est l'efficacité productive. Je n'ai pas dit le productivisme, l'efficacité productive. C'est-à-dire que le collectif de travail, bien éduqué, ayant des machines de haut niveau, parvient à faire des productions qui récompensent l'effort fourni. C'est ça une entreprise d'abord. Ce n'est pas ce qu'il raconte. Lui, ce qu'il raconte, c'est les actionnaires qui ont tous les droits. Et vous voyez le petit monsieur pérorer en disant « Mais vous savez tous que les marges brutes, vous imaginez les Français qui tous les matins se lèvent en se demandant où est la marge brute, sont plus étroites que jamais. 27%, ça va, il y a du gras. Il y a du gras. Si vous voulez investir, vous avez de quoi faire. Et puis, vous avez le système bancaire. Mais qui a dit qu'il y avait un rapport entre les marges et l'emploi? Où c'est écrit ça? Où c'est démontré? Plus il y a de marge, plus on embauche? Mais il n'y a que lui qui croit ça. Ça, c'est vrai dans les administrations, peut-être. Plus il y a de sous, plus l'administration peut embaucher. Mais sur le marché, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui fait qu'on embauche sur le marché? Qu'est-ce qui fait qu'on embauche? Ce n'est pas la feuille d'impôt, ce n'est pas la feuille de sécurité sociale, c'est le carnet de commandes. Si on vous commande 200 objets, vous avez besoin de plus de monde que pour en produire 10. Ah ben ça va de soi. Donc encore une fois, on en vient au carnet de commandes. Si les carnets de commandes sont pleins, eh ben, vous aurez de l'embauche. Pour que les carnets de commandes soient pleins, il faut qu'il y ait du pouvoir d'achat. Voilà. À condition qu'on veuille d'abord développer localement ce qu'il y a autour de nous. Je ne dis pas qu'il faut avoir zéro export, mais concentrer toute l'organisation de l'appareil productif sur l'idée que l'on va exporter est une vue de l'esprit nuisible écologiquement et stupide socialement. Et surtout, on a tous compris qu'il s'agit d'augmenter sans cesse les profits. Bon, très bien, mesdames et messieurs, si les profits créent de l'emploi et de la performance technique, eh ben pourquoi on pourrait peut-être y réfléchir et devenir à notre tour, non pas social-libéral comme le chef de l'État, mais sociodémocrate, mais ce n'est pas le cas. Les profits s'accumulent dans la sphère financière et donnent lieu à de la spéculation. Démontrez-moi le contraire si vous le pouvez. 3% de la masse monétaire du monde est utilisée pour échanger des marchandises. Tout le reste, c'est de la spéculation. Donc ce n'est pas vrai que l'accumulation permet, parce que le riche est tellement riche, il a la bouche pleine, qu'il tombe des grosses miettes de plus en plus grosses à mesure que sa pauvre petite bouche n'arrive plus à se remplir. Ce n'est pas vrai. L'accumulation dans la sphère financière permet de dégager des surprofits qui ensuite pèsent sur la production réelle. Parce qu'on en vient à exiger de la production réelle des taux de profit qui ne sont accumulables que dans la sphère financière. Du 10, du 12, du 13, du 14%. Voilà le mécanisme du capitalisme de notre époque. Il condamne donc toute la société à être vidée de son sang. Et c'est à ça que nous marchons. Bon, ça c'est le cadre politique, économique de droite classique. C'est ce qu'ils font dans toute l'Europe. Les socialistes européens sont alliés avec la droite dans 12 pays. Et le cœur de l'Europe politique, qui est l'Allemagne, est une grande coalition. Et le candidat des solfériniens à l'élection européenne qui vient, pour être à la Commission, c'est M. Martin Schulz, qui appartient au SPD, qui gouverne avec la droite. Voilà. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et voilà la raison pour laquelle il faut maintenant, la tâche à laquelle il faut s'atteler, ce n'est pas seulement s'occuper de nos partis, ni s'occuper même de notre front de gauche. C'est de construire une opposition de gauche. Construire une opposition de gauche, ce n'est pas seulement réaliser une alliance d'organisation politique. C'est construire la compréhension des moyens de gauche qui permettent de résoudre la crise. C'est une bataille idéologique. C'est pourquoi je suis si pressant auprès des parlementaires. Les nôtres, ça va de soi, je pense qu'ils vont très rapidement indiquer qu'ils voteront contre le plan de François Hollande. Ça, je n'ai pas le moindre doute sur la question. Mais maintenant, c'est aux autres quand même qu'on est en droit de poser des questions. C'est une tromperie gigantesque, vous n'avez pas été élu pour ça. Déjà que vous n'étiez pas élu pour voter la retraite à 66 ans, déjà que vous étiez élu peut-être pour voter l'amnistie sociale dont vous n'avez pas voulu, mais en aucun cas vous n'êtes élu pour retirer 90 milliards de la circulation et aller remplumer les dividendes du capital. Ça non, ce n'est pas acceptable. Créer cette opposition de gauche, voilà la tâche
que le parti de gauche se donne pour objectif. Ça va passer par des formes mais très multiples. Mais ça suppose, permettez que nous on dise comme on le voit, nous, l'indépendance à l'égard du PS. L'indépendance, ça veut dire que c'est les citoyens qui décident. Si les citoyens décident qu'ils ne veulent pas de nous, ben ils ne veulent pas de nous. Nous nous inclinons. Mais la démocratie, c'est pas qu'on soit tous d'accord ou tous du côté du gagnant. La démocratie, c'est qu'on expose son point de vue et on le soumet au souverain, le peuple. Voilà, nous allons donc tranquillement assumer notre indépendance. Vous savez, c'est pas un exercice facile, hein, pour des camarades de faire des listes quand on leur dit « Ah ben vous n'arriverez à rien, vous ne serez pas à 5%, parce que moi je veux dire les choses comme elles sont, ça coûte très cher tout ça. » C'est beaucoup de risques personnels que prennent des gens. Et quand ils décident de mener une liste dans un village ou une petite ville, ou même une ville moyenne, et qu'ils apparaissent dans une ligne de gauche, dans une liste de gauche, et qu'en plus on leur raconte que c'est une liste d'extrême gauche, et bien après c'est difficile au boulot. C'est difficile pour trouver de l'emploi. Donc moi je veux saluer ceux qui acceptent d'être les candidats sur les listes du Front de gauche et sur les listes autonomes du premier tour. Je salue leur courage, je salue leur énergie. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils fassent ça, contre tout le monde, hein, ou presque. Bon, voilà la tâche que nous avons à construire une force indépendante. Mes amis, ceux qui m'écoutent et qui ont confiance dans ce que nous disons, écoutez bien ça. Moi, je n'ai jamais cru que ça serait un dîner de gala, ni une promenade de santé, de construire cette force autonome. Je connais le terrain, et les moments politiques, les intérêts qui peuvent apparaître, pas toujours clairement discutés. Mais, je vous le dis, nous avançons. Si le but c'est bien de construire une opposition de gauche, alors nous sommes en train de nous élargir et non pas de nous réduire. Parce que, Martine l'a dit tout à l'heure, la proportion de listes autonomes est considérable. Je veux faire remarquer que le chiffre qui a été indiqué est supérieur à celui qu'indique le Front National. Ce qui veut bien dire que dans la bataille pour essayer de conquérir les esprits et les cœurs, nous avons au moins sur ce plan-là une petite avance. Ensuite, non seulement il y a des listes de Front de gauche où on retrouve toutes les composantes du Front de gauche, mais de nombreuses listes avec nos camarades d'Europe Écologie Les Verts. Ça ne sert à rien de jouer les armées en rang. Personne n'est en rang nulle part. Ce qu'il faut regarder, c'est les grandes masses. Qu'est-ce qui bouge? De quel côté ça bouge? Est-ce que l'autorité morale, politique, philosophique, doctrinale des solfériniens croit dans le pays? Non, les moyens de coercition, les ruses, les tromperies, les arrangements, les menaces, oui, ça progresse. Mais pas l'adhésion populaire. Et la seule chose qui compte dans une démocratie, c'est l'adhésion populaire. Mais pas l'adhésion militante des cœurs et des esprits, des gens qui se dévouent, pas pour faire carrière, mais qui se dévouent pour des idées, qui sont prêts à prendre tous les risques, y compris personnels, dans notre démocratie, bien sûr. C'est toujours plus facile qu'ailleurs. Donc, ne vous désespérez pas. En tout cas, il faut que vous sachiez tous qu'ici se trouvent les gens qui ne céderont jamais et qui ne participeront jamais à aucun arrangement qui n'ait été d'abord validé par le peuple lui-même. Et avec ça, tout est dit. Après, moi, j'admets parfaitement qu'on n'ait pas notre raisonnement. Nous n'allons pas nous entretuer avec les dirigeants communistes parce que dans la moitié des villes, des communistes ont décidé d'aller faire des listes. On est amis, on est camarades, on est engagés dans un combat commun. Je le sais, c'est pas la peine de le répéter tous les jours, parce que sinon les gens diraient vous êtes des hypocrites. Vous vous engueulez, et puis j'aime mieux vous dire qu'on se parle, quoi. Bon, et puis devant nous, vous arrivez avec des sourires, vous vous sautez dans les bras. C'est pas vrai. Eh ben non, on va pas raconter d'histoire, on dit la vérité. Et la vérité, c'est que ce que nous avons mis en mouvement avec la campagne présidentielle continue. Ah ben, il y en a qui ne sont pas de cet avis, alors de temps à autre, ils trébuchent. Bon. Et puis c'est notre droit et notre devoir de demander que la clarté s'impose et que le peuple, à tout instant, soit le seul souverain. Bon, il faut que je passe au point suivant. Le noir dessein du chef de l'État ne vous apparaît pas encore totalement, parce que vous êtes sous le coup, et puis bon, tout ça est compliqué à calculer. Mais juste pour aider tout le monde à réfléchir, 4% d'économie pour les collectivités locales égale 250 000 emplois de moins d'ici à 2017. Je vous aide à réfléchir. Hein, voilà. C'est à ça qu'il s'agit de participer quand on va avec eux. Parce que naturellement, on ne pourra pas s'y soustraire. Et c'est vrai dans tous les compartiments. Le chef de l'État a dit, les 50 milliards, on va les régler dans les comptes sociaux et dans le budget de l'État.
et dans les collectivités locales. Voilà un exemple, les collectivités locales. Comment vous faites pour retirer 4% du budget social sans toucher aux retraites? Comment vous faites sans toucher au montant des allocations familiales? Comment vous faites sans toucher au remboursement des soins? Comment vous faites? Comment vous faites? C'est bien beau de faire les gnangnans, là, donnant-donnant, gagnant-gagnant, comme dit l'autre navré perpétuel, là, le Premier ministre. Gagnant-gagnant, donnant-donnant, ben, si tu m'enlèves 4%, qui c'est qui gagne, à part celui qui reçoit les 4%? C'est pas moi. Comment il va faire? Comment ils vont faire? Donc, il y a un noir dessein qui avance de manière sournoise, obscure, emballé dans des mots qui craignent la confusion. Et ce noir dessein a besoin de mobiliser tous les outils pour que le peuple français ne soit pas en état d'y résister. Et voilà pourquoi ils touchent aux collectivités locales et qui veulent réorganiser la carte administrative du territoire. Alors on va réduire les régions. Vous avez toujours des benets pour dire « Ah oui, quelle bonne idée, ça fera moins de dépenses ». Ah ben les mêmes veulent après plus de démocratie. Ils vont réduire les communes, quelle bonne idée. Alors on est là, on gémit. Il y a 36 000 communes en France, il n'y en a pas autant en Allemagne. Ben oui, la tradition républicaine et révolutionnaire des Français est plus profonde. Voilà ce que ça veut dire. Tant mieux qu'on a tout ça. Et comment ils vont faire pour regrouper ces régions? Si j'ai bien compris, on a adopté un amendement qui permet aux élus de se dispenser de référendum. Alors, c'est nous qu'on gausse lorsque nous parlons de 6e République. On dit qu'il faut réunir les délégués, les élus du peuple pour faire une assemblée constituante et réorganiser. Réorganiser, oh là là, comme vous y allez. Mais quand eux réorganisent de fond en comble les institutions, alors là, il n'y a plus rien à dire pour la raison qu'on ne consultera pas le peuple. Parce que l'exemple de ce qui s'est passé en Alsace, apparaît-il, refroidit tout le monde. J'espère bien. On a demandé au peuple ce qu'il en pensait, il a répondu non. Voilà. Je remercie le journal Le Monde qui avait expliqué à l'époque qu'un grand atout du oui, c'était que M. Mélenchon appelait à voter non. Eh bien, c'est le non qui a gagné. Hein. Donc, je suis prêt à être un atout de nombreuses fois encore pour le oui. Tout le monde a compris. Ce n'est pas acceptable qu'on change de fond en comble les institutions du pays par la racine démocratique qu'il alimente et que le peuple français ne soit consulté sur rien. Eh bien, je continue et je porte haut le drapeau avec mes camarades du Front de gauche de l'exigence de la 6e République et d'une assemblée constituante. Puisque tout le monde a l'air d'être d'accord pour dire que ça ne marche pas comme ça. Et le dernier épisode de Scooter aussi a montré les limites de la monarchie républicaine. Pour ne pas dire de l'idée qu'on peut se faire de soi-même. Je propose de faire méditer la France entière sur le Cid de Corneille. Ils verront comment, dans certaines circonstances, dès le XVIIe siècle, on a organisé la réflexion sur le rapport entre les devoirs et la passion. On me dira, on peut lire l'inverse, on lira Racine, on va trouver le contraire. Mais bon, on pourrait commencer par Corneille, comme ça mettrait un peu d'ordre. Voilà ce noir dessein. Il est contre-républicain. Les institutions républicaines et démocratiques vont ressortir affaiblies de cette concentration des pouvoirs sur ce qu'il faut bien appeler des féodalités locales. Parce qu'à un tel niveau de concentration des pouvoirs sur si peu de monde, ça s'appelle le système féodal. Et vous verrez que petit à petit, à force de vouloir découper la France, on va finir par retrouver les frontières de l'Ancien Régime. Je viens donc une nouvelle fois sur l'idée que c'est l'opposition de gauche qu'il faut construire. Elle existe aujourd'hui dans les partis qui participent au gouvernement et sur les bancs de l'Assemblée. J'ai donné l'exemple de Mme Attard ou de M. Mamère qui ont voté contre le budget. Ils sont dans l'opposition de gauche. Il faut donc pouvoir travailler avec eux et avec tous ceux qui viendraient à voter contre le texte du président de la République. Alors cette opposition de gauche, il faut aussi la construire en Europe. Donc clairement, les listes aux élections européennes doivent être des listes de désobéissance européenne, doivent être des listes de refondation de l'Europe. Il ne peut pas être question de raconter des salades sur le fait qu'on va changer, réorienter. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. L'appareil juridique qui a été monté au fil des mois, au fil des années, a tué dans l'œuf la possibilité de faire évoluer sui generis de telles institutions vers un mode plus démocratique et plus respectueux des droits des peuples. Il faut donc rompre avec énergie et clarté avec cette construction-là. Il faut rompre avec le cœur pourri de cette Europe, qui est la coalition sans principe des démocrates chrétiens et des socialistes, pour passer
si on ne veut pas que l'espoir européen soit tué dans l'œuf. Parce que je veux le redire très clairement, l'idée de l'union de l'Europe, je n'aborde pas la question du chemin pour y parvenir à cet instant, est une idée aussi vieille que la gauche elle-même. Et d'abord parce que la gauche est toujours battue pour la paix. Et la construction d'une Europe unie doit avoir pour objectif la paix. Et on ne prépare pas la paix quand on organise la compétition entre les peuples. On ne prépare pas la paix. J'adjure qu'on entende à temps le cri d'alarme que je pousse sur ce sujet. Vous ne pouvez pas passer votre temps à pleurnicher que les courants nationalistes et xénophobes progressent et ensuite jamais vous demander comment tout ça va finir. Vous comptez sur quoi? Sur un miracle, un claquement de doigts qui va faire rentrer dans la boîte les fauves qu'on a lâchés? Bien sûr que non. Seul un changement de politique profond peut nous permettre d'obtenir un autre résultat dans l'histoire. Ne voyez-vous pas que l'Europe marche à une catastrophe de civilisation? Vous ne le voyez pas? Vous ne voyez pas que c'est la récession pour la deuxième année de suite? Que des pays, depuis 6 ans pour certains, 3 ans, tous les ans vont plus mal? Et vous voyez ce pantin de Premier ministre grec qui vient de prendre la présidence de l'Union européenne venir jeter ses cris de larbin de joie, remercier l'Europe d'avoir ramené son pays, comme l'a dit la députée porte-parole des Verts, d'une manière tout à fait parfaite, d'avoir ramené son pays à l'âge de la pierre. Et cet homme, que vient-il nous dire? Que l'excédent brut s'est amélioré en Europe, c'est-à-dire que comme en Grèce, comme il ne consomme rien, évidemment, il y a du reste. Et il se réjouit de ça, cet homme. Et c'est ça qu'on nous propose de faire dans tous les pays d'Europe. Nous marchons à une catastrophe de la civilisation européenne. Ne croyez pas que ce soit un petit dérèglement que quelques arrangements vont régler. Si les arrangements avaient dû le régler, ce serait déjà fait en Espagne ou au Portugal. Je forme le vœu qu'à temps les peuples se ressaisissent. Eh bien, puisque le président de l'Union européenne est le Premier ministre de ce qu'il reste de Grèce démocratique, eh bien, de notre côté, nous sommes heureux de proposer comme président de la Commission pour la prochaine élection européenne, nous sommes heureux de proposer Alexis Tsipras, le président de la coalition Syriza, qui est l'opposition de gauche intraitable, qui a refusé tous les arrangements et les combines qu'on lui a proposés avec le PASOK, parti soi-disant socialiste grec, et qui, en tenant bon, sans céder jamais, au prix parfois de bien de la solitude, est parvenu à amener Syriza à 29% au pas du pouvoir. Évidemment, la prochaine élection sera peut-être la bonne. Eh bien, nous le présentons comme candidat aux élections européennes. Voilà, chacun va sortir son drapeau. C'est pas la peine de faire la collection des belles personnes, des ralliés de la dernière minute et des tireurs dans le dos pour faire des listes sympathiques. Et people, ce sera politique. Nous présentons Alexis Tsipras, tout le monde a compris. Et eux, ils présentent Martin Schulz, quelqu'un qui est membre, à partie prenante du gouvernement de Mme Merkel. Voilà ce qu'il y aura aux prochaines élections européennes. Et tout le reste, c'est du bavardage. Voilà la ligne politique qui va être proposée. Et maintenant, puisqu'il faut parler d'un mot et conclure sur l'état du monde, c'est clair, ou c'est nous, ou c'est les autres. Regardez dans quoi vous mettez le doigt. Vous autres, quand vous décidez ici ou là pour vous débarrasser de vos tyrans, que vous décidez de fabriquer des milices confessionnelles, ça se termine dans la guerre civile. Regardez quand on accepte la bataille démocratique jusqu'au bout, même quand on se fait tuer les siens, comme ça a été le cas en Tunisie, mais qu'on accepte loyalement la voie, le chemin de l'éducation populaire de masse, eh bien on finit par obtenir des victoires. Il en va de même en Europe. Il faut nous faire confiance, il faut nous aider, il faut ne pas céder aux sirènes qui mettent un signe égal d'une manière si infâme entre nous et d'autres, englobés tantôt sous le vocable populisme et à d'autres moments d'extrémisme, comme c'est insupportable, comme c'est douloureux à entendre. Et regardez la joie qu'ils ont à créer cette confusion, comme c'est écœurant. Bon, le vieux monde tombera d'un coup, il faut l'espérer. On ne peut pas le croire. On pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent de la révolution réussie en Tunisie, qui avance, se cherche. C'est pas fini, hein, mais ça avance du bon côté. Ça vient du nouveau monde, où nos révolutions confortent
leur autorité populaire de masse, au Venezuela, en Équateur et dans combien d'autres pays. Vous voyez les gens, au fond, on n'a rien d'autre à attendre que ce qu'on se gagne soi-même, et par l'action démocratique et républicaine. L'année prochaine, on prépare le sommet climat, qui va avoir lieu en France. Pour l'instant, j'y crois pas. Aucune réunion internationale n'a permis d'aboutir à quoi que ce soit. Je pense que les grands enjeux économiques écologiques de la planète seront portés par les peuples, que les élites sont incapables de tirer la leçon de la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi mes vœux vont se tourner vers l'idée de révolution citoyenne. C'est elle la clé du futur. La révolution citoyenne, ça n'est pas une manière gentille d'évoquer les révolutions du passé. C'est une révolution qui prend en charge l'intérêt général humain. En ce sens, elle est à la fois sociale, parce qu'elle est créatrice d'égalité, mais elle est surtout écologique. Elle part de l'intérêt général humain. Voilà où va notre confiance. Bon, l'année 2014, normalement, ça devrait secouer. Nous avons 2 rencontres avec le suffrage universel. Ce sont les premières depuis 2012. Je forme le vœu que le parti solférinien soit rudement mis à mal, si possible qu'il perde dans le plus grand nombre de cas possible, au profit des listes de l'autre gauche, que ce soit celles que nous animons aux élections municipales dans le cadre du Front de gauche ou du Front de gauche avec Europe Écologie Les Verts, et bien évidemment aux élections européennes où le seul moyen pacifique qu'ont les gens d'en finir avec cette comédie, c'est de mettre un bulletin de vote et de ne pas mettre l'autre. Je sais bien que les solfériniens comptent beaucoup sur la peur du loup, d'un côté, qui en même temps les arrange bien pour les deuxièmes tours, qui est l'extrême droite, et sur l'abstention pour se sortir le moins mal possible de ces élections. Ah ben nous, c'est l'inverse. Nous ne faisons pas des choix négatifs et des choix positifs. L'enthousiasme, l'énergie, la mobilisation, voilà à quoi nous allons faire appel au meilleur du peuple français, le moment où il est capable de sortir de la grogne pour passer au positif. Je ne sais pas si tout ça va se faire. Enfin, bon, ça fait un moment qu'on connaît la formule hein, du matérialisme. Le futur, c'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire. Et nous, ce qu'on va faire, c'est se battre pour ça. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne année. Ça ne servira pas à grand-chose, les vœux, mais enfin, ça montre mes bonnes intentions et celles de mes camarades. Comme a dit quelqu'un, souhaiter une bonne année aux gens, c'est presque se moquer d'eux, compte tenu de qui c'est qui les gouverne. Mais bon, c'est l'espoir qui fait vivre, hein, et c'est à lui qu'il faut s'adresser pour trouver l'énergie de continuer. Merci. Voilà pour les vœux de Jean-Luc Mélenchon, le coprésident du parti de gauche, qui a fustigé le discours de François Hollande lors de sa conférence de presse. Il a annoncé avec un vocabulaire de droite une nouvelle politique, mais Jean-Luc Mélenchon réfute le qualificatif de social-libéral pour François Hollande. La social-démocratie, ce n'est pas ça, a-t-il dit. Jean-Luc Mélenchon, qui a également appelé à construire une opposition de gauche, c'est une bataille idéologique. Pour lui, il ne fait aucun doute que les parlementaires du Front de gauche voteront contre le pacte de responsabilité, puisque François Hollande, je vous le rappelle, a annoncé mardi qu'il engagerait la responsabilité de son gouvernement sur ce pacte de responsabilité. Concernant les municipales, Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé sa ligne d'indépendance. Nous allons tranquillement assumer notre indépendance, a-t-il dit. Je salue le courage de nos candidats. Et puis, concernant l'avenir du Front de gauche, il a déclaré: je n'ai jamais cru que ça serait une promenade de santé, un dîner de gala, de construire une force autonome. Alors que, je vous le rappelle, une rencontre est prévue demain entre Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent pour tenter de recoller les morceaux d'un Front de gauche divisé. Tout de suite, sur Public Sénat, vous retrouvez un reportage sur l'exposition au musée du Luxembourg, reportage de Faustine de Saint-Geniès. À 19h, Delphine Gérard pour 24h Sénat. Très bonne soirée à tous sur les chaînes parlementaires.